Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais venir au Vietnam et la pandémie ne m'a pas permis de le faire. Alors je suis heureux de pouvoir enfin être parmi vous physiquement. Parce qu'il n'y a pas mieux que le contact direct, même si la technologie nous aide quand même à rester en contact, même en temps de crise. Je voudrais vous remercier d'être présent parmi nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. Et un remerciement particulièrement aussi aux représentants du Vietnam dans nos instances. Alors je vois Madame Funk devant moi qui représente le conseil scientifique de l'AUF, qui est présente parmi nous. Et puis je remercie tout particulièrement Monsieur Kong qui participe à la traduction aujourd'hui et qui est le président des linguistes francophones du réseau mondial LTT. Et merci pour lui de faire avec nous ce travail de traduction important. Je vais vous faire une petite présentation. Je vais essayer de ne pas être très lent pour laisser le temps à l'échange. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vous écouter, d'échanger avec vous et d'ajuster les priorités de l'AUF en fonction des besoins des universités membres dans la région d'Asie-Pacifique en général et plus particulièrement ici au Vietnam. Dans la présentation que je vais vous faire, il y a d'abord un rappel des principaux axes de la stratégie que nous portons aujourd'hui. Ensuite, une présentation surtout de l'événement mondial qui maintenant est à sa 3e édition, puisque nous avons décidé de faire un grand événement par an qui regroupe l'essentiel des nouveautés et des activités de l'AUF. Chaque année, cet événement a lieu à un endroit différent et chaque année, il y a une thématique différente aussi sur laquelle on met plus l'accent. Donc je vais vous présenter cette année. L'édition 2023 aura lieu à Québec, à la ville de Québec, au Canada. Cet événement, on voudrait que cette année, la participation des universités vietnamiennes soit plus importante que d'habitude. Et je vous parlais des thèmes et de vous dire comment vous pouvez participer plus à cet événement important pour développer la francophonie dans vos universités. Alors, il y a eu la pandémie, comme vous le savez, 2020-2021, tout était fermé et nous, on devait préparer la nouvelle stratégie à horizon 2025. Alors, on a profité finalement pour transformer ce problème de pandémie en une opportunité. Pourquoi ? Puisque nous avons lancé une grande consultation mondiale. Cette consultation mondiale a permis de recueillir 15 000 réponses de 92 pays différents. Ça nous a donné une base de données d'informations énorme sur laquelle nous avons basé la stratégie. C'est qui nous a répondu dans cette enquête que nous avons regroupé dans un livre qu'on a appelé le livre blanc de la francophonie scientifique. Nous avons interrogé bien sûr les étudiants, les enseignants universitaires, les dirigeants universitaires comme les doyens, les présidents d'université, les recteurs, les décideurs politiques, c'est-à-dire les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur, quelques députés en charge de l'éducation aussi, les conseillers de président, tous ceux qui étaient décideurs, et aussi la société civile, c'est-à-dire les associations savantes, les agences d'accréditation, les entreprises aussi avec lesquelles on fait des stages. Bref, tous les acteurs de l'écosystème éducatif et universitaire, et chacun nous a donné son avis sur les priorités qu'il voit pour les prochaines années. Donc la nouvelle stratégie qu'on a proposée n'est pas la stratégie de l'AUF, elle est la stratégie des membres de l'AUF. Elle est basée sur ce que vous nous avez dit, vous considérez comme prioritaire pour vous. Donc, sur les résultats de cette enquête, nous avons défini la stratégie. Il y a, je crois, à l'entrée des copies de cette stratégie pour ceux qui n'en ont pas en version papier et elle est téléchargeable en version PDF sur le site de l'AUF en langue française et en langue anglaise, mais aussi elle a été traduite dans les principales rubriques de la stratégie en vietnamien. Donc vous avez aussi des documents qui traduisent la stratégie en vietnamien. C'est important pour nous de pouvoir mieux communiquer avec ceux qui aiment la langue française mais qui ne parlent pas forcément la langue française. C'est important d'utiliser la traduction. Donc je disais, dans toutes les priorités que nos partenaires, que ce soit politiques, que ce soit universitaires, que ce soit la société civile qui ont exprimé, on a choisi les éléments sur lesquels nous pouvons être plus performants.
donner une valeur ajoutée par rapport à ce que vous avez déjà, vous pouvez faire. Et on n'a pas tout choisi, mais on a choisi parmi tous ces éléments, quelques éléments clés. Je vous donne d'abord les éléments clés sur lesquels nous avons basé cette stratégie. La première chose, c'est le concept de francophonie scientifique. C'est quoi la francophonie scientifique? C'est tout simplement tout ce qui est développement du savoir et de la connaissance en langue française. Qu'est-ce que ça apporte de particulier? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un diplôme en français? Qu'est-ce que ça veut dire développer un programme de recherche en français? Qu'est-ce que ça veut dire mettre un programme de coopération internationale avec les universités de l'espace francophone? Tout ça est résumé par un concept très simple à comprendre, c'est le concept de francophonie scientifique, qui englobe le sens scientifique au sens le plus large, c'est-à-dire l'approche scientifique dans toute la chaîne éducative, du primaire jusqu'au supérieur, en passant par le secondaire. C'est-à-dire que ce concept n'exclut pas la formation de base, la formation fondamentale d'éducation, mais va jusqu'à la recherche dans le domaine le plus scientifique possible. Bref, quel est l'intérêt de développer des programmes scientifiques, que ce soit pédagogiques ou de recherche ou de coopération en français? C'est ce que essaie d'englober la francophonie scientifique. Mais la francophonie scientifique ne peut pas se développer si les pays ne portent pas cette idée de développer les sciences en français. C'est pour ça que l'AEF a développé une stratégie de diplomatie scientifique francophone. Et la diplomatie scientifique aujourd'hui prend beaucoup de place. Pourquoi? Parce que nous essayons à l'AEF de faire le plaidoyer de l'importance de l'université dans le développement économique des pays. Nous faisons le plaidoyer auprès des politiques publiques pour dire voilà pourquoi vous devez recourir plus à l'université qui peut vous donner des réponses, qui peut vous donner des solutions à des problèmes complexes que les pays affrontent aujourd'hui. Je vais revenir à ce sujet plus tard. Cette idée de développer la relation entre le politique qui prend la décision et le scientifique qui donne un conseil, c'est le sujet principal de cette diplomatie scientifique. Et comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le Directeur, nous avons réussi à faire co-signer 40 pays un manifeste qui s'appelle le Manifeste de la diplomatie scientifique francophone. Et ce manifeste, que vous pouvez aussi télécharger en PDF dans le site de l'AEF, et il y a des copies ici à l'entrée de la salle, ce manifeste précise les priorités de l'échange scientifique à l'intérieur de l'espace francophone. Alors je suis content de vous dire que le Vietnam est co-signataire de ce document et que le gouvernement du Vietnam s'insère complètement dans ce document qui vous est présenté. C'est devenu aujourd'hui un document de référence qui précise tout ce qu'on peut faire comme coopération à l'intérieur de l'espace francophone. Troisième élément de la stratégie important, nous avons une stratégie qu'on a appelée une stratégie standard adaptée. Pourquoi standard adapté? Parce qu'il est très important de prendre en considération les spécificités et les contextes de chaque pays dans lequel nous sommes. Vous savez, aujourd'hui, l'AEF a plus de 1000 membres, plus de 1000 universités et centres adhérents chez nous. Ces 1000 membres viennent de 120 pays. Vous imaginez la différence d'approche éducative et d'approche politique dans 120 pays. Parmi les 120 pays, il y a 60 pays où l'AEF est présente, avec des équipes et avec des bureaux. Et donc, on ne peut pas se permettre de dire « nous faisons la même stratégie, exactement la même partout ». Par contre, il y a une partie standard. Ça veut dire quoi la partie standard? C'est la partie des grandes orientations, des priorités qui sont les mêmes. Les grandes orientations qui viennent d'où? De la consultation que nous avons effectuée. Donc quand on dit la transformation numérique est une priorité, ça c'est un élément standard. Pour toutes les zones du monde où nous développons la francophonie scientifique, la transformation numérique est prioritaire. C'est la partie standard. Mais la transformation numérique au Vietnam, la transformation numérique au Sénégal, la transformation numérique à Haïti, la transformation numérique en France, la transformation numérique au Maroc n'est pas la même. Tout ça, ce sont des pays membres de la francophonie et plein d'autres. Et donc, standard adapté, on a les grandes lignes qui sont à peu près les mêmes sur comment développer la francophonie scientifique et la coopération dans l'espace francophone, mais nos actions sont adaptées aux lois du pays, aux politiques du pays, aux priorités des pays, donc standard adapté.
Nous sommes le premier réseau universitaire au monde et nous voulons le rester. 1000 membres, c'est pas facile à gérer. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a tellement de membres qu'il y a des activités qui ne reviennent pas souvent. Alors, ici, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, n'hésitez pas à nous solliciter. Même si nous, on ne vient pas toujours vers vous parce qu'on a 1000 universités, c'est beaucoup. Dans votre zone, il y a presque 100, il y a 90 et quelques membres qui sont chez nous. C'est beaucoup, mais n'hésitez pas à venir vous vers nous, à dire j'ai besoin de tel service ou je veux participer à tel programme et nous serons très heureux de vous accueillir, de vous accompagner dans vos besoins. Donc nous on fera des efforts pour venir vers vous, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir aussi vers nous et à nous solliciter, surtout si on a mis un peu de temps à venir vous voir. Le cinquième élément, vous savez, l'AUF n'est pas une banque. L'AUF ne produit pas de l'argent. L'AUF va chercher des bailleurs de fonds. Et pour chercher les bailleurs de fonds, on doit montrer qu'on est exemplaire en termes de gouvernance financière. Et donc on a une comptabilité, on a une gestion extrêmement rigoureuse. Et c'est cette gestion qui nous a permis de, aujourd'hui, augmenter de plus de 20% notre budget en 2 ans. Pendant la pandémie, pendant que tout le monde perdait du budget, nous on a acquis de nouveaux budgets. Parce que justement, on a cette politique très stricte en termes de qualité de gestion, de budget. Je peux vous dire un seul chiffre, c'est que notre organisation met 55% de son budget dans les actions pures. C'est-à-dire, tous les fonctionnaires que nous payons, tous les employés que nous payons à travers le monde, tout le fonctionnement des 60 implantations dans les 60 pays représente moins de la moitié de ce que nous dépensions à l'AUF. Aucune organisation internationale n'a cette efficacité. Généralement, les organisations internationales dépensent entre 15 et 20% de leur budget sur les actions, le reste sur le fonctionnement, les salaires, etc. Nous dépassons plus de 50% de nos dépenses exclusivement dans les actions et les projets. Et c'est avec ce genre de gestion très très rigoureuse qui nous a permis d'aller chercher de l'argent même en temps de crise. Et nous continuerons à le faire. Enfin, nous sommes une organisation solidaire, c'est très important. Quand une université ou un pays est en crise, nous sollicitons l'aide de toute la communauté scientifique francophone pour aider cette université ou ce pays qui est chez nous. Nous l'avons fait à Haïti, dans un pays, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre très grave. On l'a fait au Liban, lorsque le Liban a eu la faillite financière et que les universités ne pouvaient même plus payer les salaires. Nous avons été là. Et cette année, nous avons été aux côtés des étudiants et des chercheurs ukrainiens qui sont sortis de leurs universités, et donc il fallait des universités d'accueil, on les a accueillis. Donc c'est très important de rappeler que nous sommes une organisation apolitique, nous ne faisons pas de politique du tout, mais nous faisons du développement par le savoir. Donc quand il y a une crise au niveau national, au niveau international, qui touche les étudiants ou qui touche les enseignants, nous sommes toujours là pour aider, pour accompagner. Voilà les grands éléments de cette stratégie. Maintenant, concrètement, quelle est la partie standard de la stratégie? La partie qui est applicable partout dans le monde. La partie standard, c'est 5 axes. C'est la transformation numérique et la gouvernance des universités. Deuxième axe, l'employabilité, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat dans les universités. Troisième axe, c'est le réseautage, la coopération internationale, tout ce qui est rapprochement des universités dans l'espace francophone. Le quatrième, c'est la formation des formateurs et l'innovation pédagogique, c'est tout ce qui tourne autour de la pédagogie francophone. Le cinquième et dernier axe, c'est tout ce qui est recherche et valorisation, et je précise que ce n'est pas de la recherche académique classique, étant donné que nous sommes une organisation de développement, on fait de la recherche appliquée, la recherche innovation, la recherche action, c'est-à-dire tout ce qui peut donner des réponses aux problèmes complexes que nous vivons, comme le climat, comme la santé, etc. etc. Je reviendrai plus tard sur cela. Un mot très vite sur chaque axe, mais sans trop tarder, parce que je peux vous parler pendant des heures sur ça. Mais, la transformation numérique aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le deuxième point, les CNF, les campus numériques francophones. Alors, nous allons lundi inaugurer un nouveau campus numérique à Hanoï. Et d'ailleurs, vous êtes tous conviés à venir à cette inauguration.
mars 2023, le premier campus numérique francophone CNEF à Hanoï a vu le jour. Installé au sein de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, HUST, cet espace est le fruit d'une étroite collaboration entre l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, et l'établissement vietnamien. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du recteur de l'AUF, le professeur Slim Khanbou, et celui de la HUST, le professeur associé Une Tang, et notamment des partenaires francophones et des établissements membres de l'AUF ici à Hanoï. Cet espace permet aux étudiants, enseignants et chercheurs de se former aux savoirs et aux technologies numériques. Il propose aussi nombre d'activités et de services aux étudiants francophones et francophiles venus des universités vietnamiennes, notamment des formations sur les nouvelles technologies, des concours numériques et des activités organisées par les clubs étudiants francophones. Il s'agit d'un centre ouvert à tous les francophones désireux d'accéder aux ressources pédagogiques en français. Il est destiné aux étudiants de la HUST et à tous les étudiants vietnamiens. Nous avons développé depuis longtemps des filières universitaires francophones telles que l'aéronautique, l'électricité, les technologies de l'information. En réalité, de nombreux étudiants de la HUST qui ont obtenu des bourses d'études francophones ont eu une brillante carrière académique et professionnelle à l'étranger, notamment dans les pays francophones, en Europe ou au Canada. La HUST met en avant l'internationalisation. Les pays francophones ainsi que l'AUF sont parmi nos partenaires importants. C'est un espace ouvert à l'intérieur d'une université qui est super bien connectée et qui propose gratuitement d'abord l'ouverture de l'espace en permanence aux étudiants et aux enseignants, mais il y a beaucoup d'activités de formation, d'échange à l'intérieur de cet espace numérique connecté. Mais ce qui est important, le point d'avant, c'est que nous sommes en train actuellement d'essayer d'interconnecter tous les campus numériques que nous avons à travers le monde. Aujourd'hui, l'AUF a 50 campus numériques à travers le monde qui travaillent, qui sont ouverts, mais qui aujourd'hui ne sont pas interconnectés et qui le seront très prochainement. La question de la gouvernance, je sais que c'est une question qui préoccupe beaucoup d'universités vietnamiennes. L'accréditation internationale, l'assurance qualité, tous ces éléments-là, c'est des éléments donc centraux dans la stratégie de l'AUF. Et je vais vous parler tout à l'heure d'une nouvelle académie de la francophonie scientifique qui va s'occuper plus particulièrement de cette question de gouvernance. Alors, l'emploi, comment aider les universités à mieux insérer leurs étudiants sur le marché de l'emploi. Nous proposons une série de solutions, entre autres la création des CEF. Les CEF, c'est des centres d'employabilité francophone. C'est des centres qui sont à l'intérieur de l'université et qui proposent une série de formations qui préparent l'étudiant à l'insertion professionnelle avant sa diplomation. Alors c'est important de vous parler de ces centres parce que la direction régionale Asie-Pacifique va revenir vers vous pour vous dire que, en plus des 2 ou 3 centres pilotes que portera l'AUF, chaque université membre de l'AUF pourra créer son propre centre d'employabilité avec le soutien de l'AUF. Nous appelons ça le réseau CEF+, un petit plus, c'est-à-dire l'extension du réseau, avec un appui de l'université qui souhaite le faire. Vous aménagez l'espace, vous ramenez du personnel qui gère l'espace, et nous on ramène tout ce qui est contenu, tout ce qui est formation, tout ce qui est immatériel, à toute université qui voudrait rentrer dans ce programme. Nous avons aussi un autre programme qui pourrait être intéressant, c'est à l'intérieur de l'université de créer le statut d'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire l'étudiant, parallèlement à ses études, il est encadré par un coach professionnel et un coach universitaire pour préparer un projet d'études. Alors, cette approche, elle est nouvelle et il faudrait qu'on discute avec vous si elle est intéressante pour vous, si vous êtes intéressé par cette approche, on pourra discuter sur comment on peut la mettre en place au Vietnam, notamment en négociant cette approche avec le ministère de l'Enseignement supérieur, en charge de l'Enseignement supérieur. Alors, j'avance
pour ne pas trop tarder. Alors, le résultat de la coopération internationale, nous avons d'abord renforcé notre présence, comme je vous disais tout à l'heure. Nous étions dans une trentaine de pays il y a 3 ans, nous sommes aujourd'hui dans une soixantaine de pays. Donc la présence physique, on a remarqué que là où il y a une présence physique de l'AUF, l'activité automatiquement devenait beaucoup plus importante, beaucoup plus dynamique. Et qu'il était important de développer cette proximité avec vous. C'est pour ça que même ici au Vietnam, on va multiplier les présences. Nous sommes présents ici à Hanoï, nous sommes présents à Minh, on est présent à Da Nang. Et cette présence physique par des équipes, par des espaces, on va continuer à la développer. Construction des universités virtuelles, alors je ne sais pas si cela vous intéresse ou pas, je vous lance l'idée, vous me direz dans l'échange tout à l'heure. Beaucoup d'universités aujourd'hui développent des enseignements à distance. Ça, c'est une compétence qui est très importante à l'AUF. Comment internationaliser vos diplômes par la dimension virtuelle. Vous pouvez mettre en ligne internationalement des diplômes qui existent déjà chez vous, que vous enseignez en présentiel. Ça, c'est possible et c'est une voie sur laquelle nous travaillons beaucoup à l'AUF. Je pourrais vous en parler si c'est un point qui vous intéresse. La formation des formateurs, je pense notamment à des enseignants universitaires qui connaissent un peu le français mais qui ne sont peut-être pas très à l'aise et qui voudraient faire un renforcement du français pour pouvoir enseigner en français. Et ainsi, vous pouvez développer les filières francophones. Ça, c'est une piste, par exemple, qui peut être intéressante. Et si cela vous intéresse, on peut en parler et voir comment on peut développer davantage ce créneau. Nous développons, par exemple, dans certains pays, ce qu'on appelle le laboratoire pédagogique multimédia. C'est quoi ce laboratoire pédagogique? C'est un kit technologique avec des formateurs qui accompagnent un enseignant pour mettre en ligne son cours. Alors, si vous mettez en place ce système, vous pouvez avoir des cours numérisés en langue française ou même bilingue, français en vietnamien. Ça aussi c'est possible. Nous pouvons en discuter. C'est un axe de développement, je pense, nouveau, mais qui peut être très intéressant pour le Vietnam. Alors je vais passer parce qu'il y a encore plein de choses. Voilà, et puis je ne vais pas m'étaler beaucoup sur la question de recherche, je vous dis seulement c'est que on va parler de publications scientifiques très bientôt à l'AUF. Si vous avez des enseignants-chercheurs qui souhaitent publier en français mais qui ont du mal à le faire, nous allons mettre en place un programme qui accompagne les chercheurs à mieux publier en langue française, parce que souvent on nous dit, les chercheurs, notamment dans les pays non francophones, les chercheurs qui travaillent en français sont isolés et ont des difficultés à valoriser leur travail et à publier. Donc ça, c'est aussi un travail que nous allons faire dans le cadre de l'académie que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je vais avancer plus vite. Voilà. Nous lançons le 21 mars, donc d'ici quelques jours, je vais au Maroc, après ma visite ici en Asie-Pacifique, pour inaugurer l'Académie internationale de la francophonie scientifique. Cette académie, c'est une nouvelle création de l'AUF qui a pour objectif de développer 3 aspects, comme vous voyez sous vos yeux, pôle 1, 2 et 3. Ces 3 aspects, c'est quoi? Le premier aspect, c'est de découvrir tout ce qui se fait en français dans le monde. Jusque-là, personne ne l'a fait. On ne sait pas qu'est-ce qui est enseigné, quels sont les programmes en français, de recherche, d'enseignement ou de coopération. On va commencer par créer un observatoire qui va faire une cartographie, qui va recenser tout ce qui se fait en français dans le monde scientifique francophone dans un premier temps. Ensuite, dans le pôle 2, nous allons développer l'édition scientifique francophone. Tous les chercheurs isolés dans le monde qui veulent publier en français, qui veulent développer des recherches scientifiques en français mais qui ont du mal, on va mettre en place des programmes d'accompagnement de ces chercheurs. Le troisième pôle, c'est le pôle de gouvernance. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je vais reparler de gouvernance. Toutes les universités membres de l'AUF qui ont besoin de mettre en place des nouvelles structures, qui ont besoin de créer un laboratoire, qui ont besoin de créer une école doctorale, qui ont besoin d'un diagnostic de auto-évaluation avant d'aller vers une accréditation internationale, qui est aujourd'hui très demandée dans les instances internationales, ce pôle va être consacré à ce type de service. Donc, nous avons décidé, alors c'est le Maroc qui
qui a candidaté et qui a été choisi pour abriter cette nouvelle académie, mais c'est une académie qui est ouverte à tous les membres de l'AEF, sans exception. Madame Fong le sait, le conseil scientifique de l'AEF dont elle fait partie va être aussi le conseil scientifique de cette académie. Donc il y a un lien direct entre toutes les activités scientifiques de l'AEF et cette académie qui va être portée par l'AEF. Alors bien sûr, je me porte tout à l'heure à votre disposition pour toute question sur cette académie, mais je vais avancer pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Alors, je vous disais en introduction que l'AEF a décidé de mettre en place un grand événement annuel. Ce grand événement annuel, on l'appelle la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. La première édition a eu lieu à Bucarest en Roumanie en 2021. La deuxième édition, elle a eu en octobre 2022 au Caire en Égypte. La troisième édition aura lieu à Québec au Canada. Et chaque année, comme ça, on choisira un endroit différent pour accueillir ce grand événement. Cet événement, l'événement de cette année, va être fait avec le gouvernement du Québec. Ça, c'est nos partenaires qui vont co-organiser avec nous. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'il y a 4 composantes dans la Semaine mondiale, qui est aujourd'hui devenu un programme standard avec un cahier de charge très clair de ce qu'il comporte. Alors les 4 composantes sont devant vous. D'abord, il y a une composante politique qui regroupe les ministres en charge de l'enseignement supérieur dans l'espace francophone. C'est cette manifestation qui, l'année dernière, a édité le manifeste de la diplomatie scientifique. Et cette année, comme en introduction l'a dit monsieur le directeur, le sujet qui va intéresser la conférence ministérielle, c'est comment créer un programme de mobilité francophone. Un programme de mobilité à l'intérieur de l'espace francophone. Et je vais en parler tout à l'heure. La deuxième composante de la Semaine mondiale, c'est la composante scientifique, c'est-à-dire il y a un colloque, et chaque année il y a un thème différent. Et ça, il est très important de le signaler, mes chers collègues, chers responsables des universités membres, d'encourager vos enseignants qui peuvent travailler en français d'envoyer des propositions. Jusque-là, je dois vous dire, très sincèrement, dans la première et la deuxième édition, les candidatures venant d'Asie en général et du Vietnam en particulier sont très peu nombreuses. Très peu. Alors, j'ai demandé à mon équipe ici de faire encore plus d'efforts pour vous informer sur ce qui se fait, pour solliciter vos collègues et vous-même, ceux qui travaillent un peu en français, d'envoyer des candidatures. Je précise quelque chose d'important. Dans notre programme scientifique, ce n'est pas des articles longs de 20 et 30 pages, académiques au sens très strict du terme, qui est très compliqué et qui ne concerne que très peu de chercheurs ici. C'est plutôt des contributions courtes de 4-5 pages, orientées solutions, orientées exemples concrets, orientées partage d'expérience. Donc même si quelqu'un ne travaille pas à 100% en français, il peut quand même envoyer quelque chose. Nous sélectionnons les papiers, pas par rapport à la rigueur scientifique classique, même s'il faut un minimum de qualité bien sûr, mais par rapport à l'apport en termes de solutions. On est orienté proposition de solutions concrètes à mettre en œuvre dans les universités. La troisième composante, c'est les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que l'AEF a lancé l'année dernière un programme de création de clubs étudiants francophones. Alors j'appelle toutes les universités qui n'ont pas encore un club francophone et qui voudraient lancer un club étudiant francophone à participer au nouvel appel qui va sortir fin avril début mai. Aujourd'hui, il y a 180 clubs étudiants dans 45 pays déjà. Ce réseau de clubs, qu'est-ce qu'il fait? Ils font des activités dans plusieurs domaines différents. On laisse les étudiants libres de choisir soit des activités plutôt culturelles, alors il y a des clubs qui sont plutôt dans l'apprentissage de la langue française, il y a des clubs qui sont dans les loisirs, c'est-à-dire plutôt pour faire des soirées, des excursions, des activités comme ça. Il y a d'autres clubs qui sont plutôt orientés entrepreneuriat, gestion de projets, conférences avec des entreprises, etc. Il y a d'autres clubs qui sont plutôt dans tout ce qui est développement durable. Il y
a des clubs, par exemple, qui font le jardinage à l'intérieur de leur université. Donc c'est très très diversifié. Il y a des clubs qui sont pour le soutien de la mixité filles-garçons dans les études, dans les écoles, dans l'enseignement. Chaque étudiant a choisi un thème qui les intéresse en priorité. Mais ce qui les réunit, c'est qu'ils font leur activité en français et ça leur fait un réseau d'étudiants francophones partout dans le monde. Lors de la Semaine mondiale, on fait le congrès annuel. On ramène les leaders de tous ces clubs-là. On ramène 100 jeunes de 50 pays, 1 à 2 jeunes par pays, mais ils représentent le monde entier. C'est comme une petite assemblée de Nations Unies, c'est super sympa. Et c'est là où ils se rencontrent, ils se parlent entre eux des expériences qu'ils font dans leur pays. Il y a un échange d'expériences, puis chacun après revient dans son pays et développe les activités différentes dans les clubs de ces pays-là. Et nous allons maintenant créer une association internationale d'étudiants qui regroupe tous ces clubs. Donc je vous encourage à participer. Donc toute université membre de l'AEF peut candidater pour créer un club soutenu par l'AEF, un club d'étudiants francophones. Alors, et puis après, il y a des programmes spécifiques pour la coopération. Ça, c'est la 4e composante. Je vous donne très vite les thèmes de cette année et je me tiens à votre disposition pour plus de détails tout à l'heure. Alors les thèmes. Je vous disais, pour la rencontre des ministres de l'enseignement supérieur, mais aussi les recteurs vont en parler aussi, c'est un programme de mobilité francophone. Il n'y a pas maintenant de programme comme ça. Alors certains parlent d'un Erasmus francophone, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un programme qui soit international, et tous les pays qui participent à l'espace francophone seront éligibles à ce programme. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, ensuite, le programme scientifique, voilà le thème de cette année. Le thème, c'est l'apport des scientifiques, de nous, des universitaires, des chercheurs, des enseignants, à l'économique. C'est-à-dire, comment peut-on mieux articuler la francophonie scientifique et la francophonie économique? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une meilleure intégration économique dans l'espace francophone, c'est-à-dire tous les pays et toutes les universités qui participent directement ou indirectement à l'espace francophone cherchent à avoir des intérêts économiques. Et on a aujourd'hui, dans le dernier sommet de la francophonie à Djerba, tous les chefs d'État ont décidé que si on ne trouve pas des intérêts communs économiques, la francophonie risque de baisser. Donc il faut aller vers une plus grande intégration économique dans l'espace francophone. Nous, ce qu'on a dit, c'est la part de l'AEF dans cet espace économique francophone, c'est de dire, attention, n'oubliez pas les universités, nous pouvons être aussi un agent économique parfaitement actif dans cette politique de francophonie scientifique. Alors comment? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique à Québec, où on va expliquer tout ce que peut apporter l'université à l'économie. Et je vais vous dire tout à l'heure, là, à l'instant, les thèmes qui vont être développés. Juste avant de vous proposer les thèmes, voilà le nom du réseau des clubs étudiants. On les appelle les clubs leaders étudiants francophones, clés. Alors en français, pour ceux qui connaissent le français, clé, ça veut dire une clé de porte, en fait. Donc c'est un jeu de mots, c'est la clé de l'avenir pour les étudiants, et c'est en même temps le mot clé qui est le sigle de ce réseau. Et cette année, nous allons faire parler les jeunes de développement durable. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que les jeunes sont parfois plus sensibles que nous à la question du développement durable. C'est une question qui est aujourd'hui n'est plus une question seulement d'experts, mais pratiquement de tout le monde. Alors, on leur a demandé de nous faire des présentations, de nous parler de leur vision de qu'est-ce que c'est que le développement durable concrètement au quotidien. Et nous allons recenser l'ensemble de cette vision de la jeunesse de ce développement durable. La coopération va se faire sur 3 axes. Le premier atelier spécial, il est dédié aux pays d'accueil. À chaque fois qu'un pays nous accueille, on l'a fait pour la Roumanie, on l'a fait pour l'Égypte, là on va le faire pour le Canada-Québec, on fait un atelier spécial où le pays qui nous accueille présente tout ce qui se fait en francophonie scientifique. Les programmes de recherche, les programmes d'enseignement, tout ce qu'il fait comme programme. Mais les 2 autres thèmes spécifiques cette année, l'un est lié aux universités virtuelles, donc tout ce qui est enseignement à distance, tout ce qui est enseignement numérique, tout ce qui est enseignement virtuel, on voudrait créer un réseau qu'on va appeler le consortium des universités virtuelles
pour se concerter entre nous de comment institutionnaliser l'enseignement à distance. Nous avons été surpris tous par la pandémie. Cette pandémie nous a obligés à se mettre au télétravail, à se mettre à l'enseignement à distance sans préparation. On n'était pas préparés. Donc on a beaucoup improvisé. On a acheté du matériel très rapidement. Les enseignants ont dû faire de l'enseignement à distance sans être formés. Maintenant, on a compris que l'enseignement hybride va être quelque chose à long terme, au-delà de la pandémie. Le 100% numérique peut-être est compliqué, pour certaines matières surtout. Le 100% présentiel, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui parce qu'on a compris que ça facilite beaucoup de faire une partie des cours à distance. Donc la tendance mondiale aujourd'hui, c'est l'enseignement hybride. Mais comment faire cet enseignement hybride? Quelles sont les règles à appliquer? Quelles sont les formations à donner? Toute cette discussion sera l'objet de ce consortium d'experts que nous allons créer. Le deuxième consortium, le deuxième réseau que nous allons essayer de lancer au Québec, c'est un réseau sport et études. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, c'est des facultés, des écoles qui sont spécialisées dans le sport et où les étudiants font à la fois les études et en même temps du sport de haut niveau. Il y avait seulement quelques pays dans le monde qui faisaient ce genre de formation. Aujourd'hui, ça se multiplie de plus en plus dans beaucoup de pays, notamment on a remarqué que dans les pays francophones, ça devient très présent, mais c'est des institutions et des écoles qui ne se parlent pas. Et donc, on a décidé de lancer un réseau pour mettre autour de la table toutes les universités ou toutes les écoles qui sont spécialisées dans l'articulation entre sport et études. Voilà, je vais rapidement. Alors, voici les thèmes que nous vous proposons pour la partie scientifique qu'on appelle les assises de la francophonie scientifique et où je vous incite à encourager vos enseignants à envoyer des propositions de papier pour qu'ils soient retenus, pour qu'ils viennent avec nous à Québec et qu'ils puissent participer à la semaine mondiale. Je précise que l'appel à candidature va sortir dans une semaine, dans quelques jours, il va sortir un appel à candidature. Et là, je vous présente en avant-première, avant que l'appel à candidature ne sorte dans tous les réseaux, les thèmes qui vont être débattus lors de cette manifestation et donc les thèmes sur lesquels vous pouvez envoyer des papiers. Alors, comme vous voyez, le point d'interrogation fait l'intersection entre la définition de la francophonie scientifique, c'est-à-dire le développement des sciences en langue française, et la définition de la francophonie économique, c'est-à-dire le développement d'un espace d'échange économique. Et qu'est-ce que nous pouvons apporter? Alors je vais rapidement passer. Là, premier thème. Évidemment, sans surprise, le thème de la recherche. Mais la recherche à impact. Ça veut dire quoi la recherche à impact? C'est comment développer des formes de recherche qui donnent un impact socio-économique. Vous voyez les termes. Les termes sont différents d'un pays à l'autre et même parfois à l'intérieur d'un pays, d'une discipline à l'autre. Certains parlent de recherche et innovation, d'autres parlent de recherche appliquée, d'autres parlent de recherche et développement, recherche-action, recherche expérimentale, recherche... Bref, les terminologies sont différentes d'un pays à l'autre, d'une discipline à l'autre. Sciences sociales et les sciences et les STEM, par exemple, ne parlent pas de la même recherche. Mais le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est que ce soit une recherche à impact économique et social. C'est-à-dire qu'elle laisse une trace, qu'elle donne des solutions, qu'elle donne des propositions concrètes. Donc, les questions auxquelles on s'attend, c'est de nous proposer soit quelle est la structure, comment s'articule, comment on peut développer des structures de recherche qui, dans les universités, qui donnent des réponses. Ou alors, la question juridique, souvent on a un problème quand vous faites un brevet, par exemple, le brevet, les propriétés de qui gère ça, quel est tout le process. Alors il y a des exemples dans certains pays, dans d'autres on ne sait pas comment faire encore. Et alors quel est le mode de collaboration qu'il y a à l'intérieur des universités? Comment collaborer avec les entreprises? Il y a des entreprises, des universités, aujourd'hui qui ont trouvé la solution, d'autres qui n'ont pas trouvé des solutions. Donc l'idée c'est d'échanger les expériences des uns et des autres. Certains sont juste des activités autour de projets, d'autres ont institutionnalisé cette relation, officialisé encore plus. Bref, tout ça, c'est ce que nous attendons en fait des participants, qui nous donnent des exemples concrets, qui nous donnent des histoires qui ont marché ou qui n'ont pas marché pour tirer les leçons sur la recherche. Le deuxième sujet, c'est l'inclusion entrepreneuriale, c'est-à-dire comment développer la création d'entreprises dans le milieu universitaire.
Avant, c'était un sujet tabou, vous savez, vous vous rappelez. C'est-à-dire que ce n'était pas le rôle de l'université de faire ça. Depuis 15-20 ans maintenant, ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, les meilleures universités dans les nouvelles technologies, par exemple, les meilleures universités dans les innovations, sortent des universités. Mais toutes les universités ne savent pas encore le faire. Donc l'idée, c'est que quelles sont les meilleures expériences qui ont réussi ici et là, qui vont partager avec nous leur expérience pour voir dans quelle mesure on peut dupliquer, dans quelle mesure on peut s'inspirer des expériences réussies des uns et des autres. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de questions sous-jacentes. C'est est-ce qu'on peut enseigner la création d'entreprise à l'université? Est-ce que c'est une matière comme les autres? Ou est-ce qu'il faut plutôt une autre activité, comme des activités associatives, comme des créations des centres d'employabilité, comme les créations d'incubation, etc., etc. Donc des nouvelles structures pour pouvoir faire de l'incubation entrepreneuriale dans les universités, qui est un nouveau rôle. Comment former les enseignants universitaires pour qu'ils puissent accompagner les étudiants qui veulent créer des universités, des entreprises? Ce n'est pas facile, c'est des rôles nouveaux dans nos universités. Et donc, cette réflexion va nous aider à avancer sur cette question-là, qui est une question nouvelle relativement pour les entreprises, les universités. Troisième thème, donc, recherche-action, entrepreneuriat et incubation entrepreneuriale dans les universités, et puis formation professionnalisante. Formation professionnalisante, c'est comment développer l'adéquation entre formation, emploi et défis économiques. Pour que les décideurs politiques nous voient, nous, universitaires, comme un agent économique, il faut que nous proposions aussi des formations utiles aux questions qui se posent pour nos pays. Et donc, la réflexion, elle est au niveau pédagogique. Donc, quelle forme pédagogique d'enseignement? Est-ce qu'on va enseigner comme d'habitude? Ou plutôt il faut développer tout ce qui est pratique, les stages, les projets, la formation continue, les certifications professionnelles, tout ce qui va vers la professionnalisation, tout ce qui facilite l'insertion professionnelle derrière. Alors, l'approche compétences métiers, beaucoup en parlent, mais concrètement, comment la mettre en œuvre? Comment travailler avec les entreprises pour connaître les nouveaux métiers, pour que l'université ne soit pas en retard par rapport aux nouveaux métiers qui se créent tous les jours? C'est une question qui paraît facile à dire, mais très compliquée à mettre en œuvre. Des études d'ingénieur, c'est 5-6 ans. Quand un étudiant rentre pour commencer ses études, et il sort après 6 ans de l'université, il y a déjà 30, 40, 50% des métiers qui existaient qui n'existent plus. Et d'autres nouveaux métiers qui sont arrivés. Alors comment enseigner autrement pour que l'étudiant soit capable d'évoluer lui-même dans sa formation? Ça, c'est une question qui est très importante, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Alors on va voir quelles sont les expériences réussies ici et là dans le monde pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir échanger avec ça. Comment aussi convaincre certains enseignants réticents, qui sont dans leur cours à l'ancienne depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont du mal à changer. On leur demande d'enseigner autrement, on leur demande d'enseigner en regardant l'environnement, en parlant avec les entreprises. Tout ça, c'est compliqué pour beaucoup de nos collègues. Et ils trouvent ça très difficile. Donc, comment préparer le terrain, comment les accompagner, comment faciliter ce blocage psychologique de certains enseignants qui sont avec nous par la préparation aux formations professionnalisantes. Donc voilà un tas de questions qui fait que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais professionnaliser nos formations est une vraie problématique qu'il faut discuter. Dernier thème, c'est la mobilisation de l'expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment développer de l'expertise pluridisciplinaire, ça c'est important, pluridisciplinaire, aussi bien dans le développement local inclusif, comment une université fait du bien autour d'elle, dans son espace territorial proche, mais aussi au profit des défis mondiaux complexes et transfrontaliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont plus nationaux. On ne peut pas dire que les problèmes de climat vont s'arrêter aux frontières, c'est pas possible. Que les problèmes de pandémie vont s'arrêter aux frontières, on a bien vu que c'était pas possible. Donc, comment mettre en place des systèmes de coopération interuniversités pour donner des réponses à des problèmes très complexes? Et de ce que nous disons dans le manifeste de la diplomatie scientifique, c'est, chers politiciens, c'est vous qui décidez, ne craignez rien, c'est toujours vous qui allez prendre la décision. Mais avant de prendre votre décision, venez nous voir à l'université, on a peut-être des éléments à vous donner qui vont vous permettre de mieux prendre des décisions, de prendre des décisions en connaissance de cause. Voilà comment nous on a classé les questions. On a les questions des enjeux vitaux,
c'est-à-dire la question de santé, la question de la sécurité alimentaire, qui se pose à tous les pays aujourd'hui. Les enjeux environnementaux, bien entendu, la question du climat, de l'énergie, vous savez combien c'est important en ce moment. Les enjeux sociétaux, l'éducation, le transport, l'urbanisation, les enjeux technologiques, par exemple l'intelligence artificielle, vous le voyez, on le voit ensemble aujourd'hui, c'est en train de bouleverser la vie au quotidien de tout le monde, mais l'université est en retard. La technologie est beaucoup plus rapide que les études de l'impact de cette technologie sur la vie du quotidien. Donc il va falloir que nous, on se rattrape et qu'on trouve aussi des solutions universitaires à ce problème qui est très important, qui est le problème de changement grâce aux nouvelles technologies. Voilà, donc vous voyez que c'est assez riche comme menu. Ça sera dans le congrès, le palais de congrès ou le centre de congrès du Québec est un centre ultra moderne, hyper équipé, etc. Donc on sera dans de bonnes conditions logistiques. Mais voilà, c'est beaucoup de thématiques très importantes. Recherche appliquée, recherche à impact, l'incubation entrepreneuriale dans les universités, les formations professionnalisantes vers le marché de l'emploi et la mobilisation d'expertise interpays sur des sujets très complexes et où chacun seul ne peut pas avancer concrètement. Voilà les thèmes sur comment le scientifique peut apporter quelque chose à l'économique. Voilà, désolé si j'étais un peu long, mais je voulais vous mettre un peu au courant des grandes nouvelles orientations de l'AUF. Je vais m'arrêter là et vous demander, s'il vous plaît, de me poser toutes les questions que vous voulez et de surtout aussi préciser quelles sont parmi tous ces axes, toutes ces idées, celles que vous considérez comme prioritaires pour votre pays, pour vos universités, parce que ce qui est important, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est l'approche standard adaptée. Le mot adapté est le plus important dans cette approche, c'est-à-dire donnez-nous, vous, les clés pour mieux travailler avec vous et avec vos universités. Voilà, merci pour votre écoute. Désolé si je...